Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du panier. Je me marre parce qu'avec mes invités, vous me racontiez à l'instant que vous aviez été gratifié un jour d'un bonjour à tous, qui est donc de l'écriture inclusive à l'oral, mais j'avais un doute sur la manière dont ça s'écrivait, mais vous l'avez confirmé. Bonjour à tous. Donc non, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Marion Dubuc et Nicolas Hernandez qui sont les cofondateurs de Petron. Salut. Salut Laurent. Salut Laurent. Alors, Petron, vous le retrouvez sur petronparis.fr, P-E-T-R-O-N-E Paris.fr. C'est, selon Marion, les meilleurs sous-vêtements que vous n'allez jamais porter, que vous n'allez jamais porter, que vous puissiez porter, les meilleurs sous-vêtements que vous puissiez porter. Exactement. Mais tu le diras mieux que moi. En toute modestie, je pense qu'on peut le dire. L'idée, c'était de proposer avec Petron les sous-vêtements masculins les plus satisfaisants que les hommes aient pu porter jusque-là. Les hommes pour l'instant. Et ça fera partie des sujets qu'on va aborder dans cet épisode, puisque vous réfléchissez à élargir la gamme aux femmes. C'est une société que vous avez cofondée tous les deux. Enfin, tu as suivi Nicolas, qui a commencé un petit peu avant, mais tu l'accompagnais, tu l'aidais avant de le rejoindre full-time. Il y a 6 ans, 7 ans 6 ans. 6 ans, c'est ça. Qui fait aujourd'hui 2 millions d'euros, qui a 2 boutiques, 12 employés, et qui a doublé le taille sur les 12 derniers mois. Et ça fait partie aussi des sujets qu'on abordera. Vous êtes autofinancé pour l'instant, vous venez d'entrer dans un accélérateur, incubateur, c'est quoi ? Accélérateur. Ouais. Un accélérateur, un Wider Lab du groupe Etam. On en parlera aussi. Et on parlera du marché du sous-vêtement masculin pour l'instant. Qui est un marché que je connais pas très bien. C'est vrai qu'on a abordé souvent le sous-vêtement féminin sur le panier, mais rarement, voire jamais le sous-vêtement masculin. Vous parlerez de production aussi. Vous achetez du fil et pas du tissu, comme ça vous filez vous-même avec vos propres... vous faites filer avec les fils que vous choisissez vous-même, comme ça vous avez vos propres matériaux sur les tissus que vous découpez, que vous faites découper. Et vous êtes installé dans le Gers aussi. On prend un petit passage sur le... Pardon ? Par Auch. Par Auch. La préfecture du Gers. Et vous m'expliquerez pourquoi, comment et qu'est-ce que ça a pu changer dans votre quotidien. Un beau programme. Bienvenue sur le panier. Merci. Merci. Tu m'as contacté il y a un bout de temps. Il y a 4 ans, figure-toi, sur LinkedIn. Ouais. Et tu m'avais dit super, merci beaucoup. À très bientôt. J'avais été connard donc. Non, en fait. Tu as le droit de dire oui, je suis chez moi. En vérité, il y a 4 ans, nous on était au tout début de la route, on était vraiment tout petits. Mais déjà auditeur du panier. Non, je crois qu'on avait... Et encore après cette réponse désagréable de ma part. C'était pas du tout désagréable. En vrai, nous on était tout petits et je m'attendais pas à grand chose. C'était plutôt une bouteille à la mer. On se Voilà. bien qu'on avait peu de... À tout chances de hasard, succès. ça va tenter. Et je me suis dit, 4 ans après, on a quand même bien avancé. L'entreprise aussi, elle s'est structurée un peu, aussi avancée en tant qu'entreprise. Et je me suis dit que ça valait le coup de reprendre en contact avec toi et te raconter un peu où on en était, puisque je pense qu'on a un peu des particularités par rapport à d'autres boîtes du marché et que c'était intéressant qu'on en discute et qu'il y avait peut-être des gens qui... Alors, un avant-goût, un teaser, c'est quoi ces particularités dont on va parler ? Une progression, une croissance qui a été sur 5 ans, pas du jour au lendemain. On n'a pas mis de site en ligne et on n'a pas fait 2000 € le premier jour. Ce qui, je pense, pas mal de boîtes qui peuvent se retrouver là-dedans. Tu vois, une progression qui a été assez, pas lente, mais on va dire mesurée. Et puis aussi, nous, on a une PME de la campagne. On s'est créé à Paris, mais on a bougé notre siège social dans le Gers il y a 2 ans. Et nos colis sont expédiés depuis le Gers, depuis nos débuts. Donc, c'était un peu une réflexion sur l'endroit où on allait se mettre. Et parce qu'en fait, il n'y a pas que des boîtes à Paris qui ont du succès ou dans des grandes villes. Donc voilà, c'était un peu les trucs qu'on avait envie de te raconter. Eh bien, on y va. Ça commence comment, Petron ? Alors ça commence... moi, j'avais repéré le modèle des DNVB depuis un petit moment. J'avais envie de mettre les choses en place dans ma vie pour pas prendre de risques, parce que j'avais pas forcément de modèle de personnes qui auraient créé des boîtes à proprement parler. Comme je te disais, moi, ma mère était coiffeuse à domicile, donc elle était à son compte, elle avait créé sa boîte, mais elle n'avait pas forcément d'employés. Et je sais pas, j'avais un peu peur, quoi. Donc je voulais vraiment que tout soit en place, que j'ai acheté un appart, qu'il n'y ait aucun risque. Tu recherchais la stabilité, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Je recherchais à stabiliser avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça faisait longtemps que j'avais repéré ce que je voulais faire. Donc une DNVB, j'ai repéré le modèle de vente directe. J'ai même été allé bosser chez Bexley qui faisait un peu ça
en version un peu moins moderne, mais ce modèle de vente directe pour voir comment ça marchait de l'intérieur. Enfin, j'avais fait beaucoup de choses pour comprendre comment ça marchait. Et je m'étais plutôt fixé sur la maroquinerie masculine. Et j'étais en grand magasin, j'étais directeur de corner chez De Fursac. Le gros stand en sortie d'escalator et en costume. Et je crois qu'on me prenait un peu pour les renseignements. Et on me demandait souvent, la première chose qu'on me demandait, c'est les chaussures. Les chaussures, je savais que c'était un gros marché, mais c'est compliqué, il y a beaucoup de concurrence, faut payer des formes, c'est très très cher à lancer, il y a des pointures, des demi-pointures, c'est très complexe. Et la deuxième chose qu'on me demandait le plus, c'était les sous-vêtements masculins. Et donc je suis allé me renseigner auprès du manager du rayon sous-vêtements, qui était un rayon minuscule, et qui m'a dit que le rayon dans ce magasin-là faisait autant que les marques de costumes. Alors que les marques de costumes, ça faisait les 2 tiers de l'étage, quoi. Et je me suis dit, oui, effectivement, j'ai toujours acheté, depuis que c'est moi qui m'achète mes vêtements, j'ai toujours acheté des choses produites dans des pays occidentaux parce que je voulais faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'esclavage dans ce que je portais, quitte à pas acheter grand-chose, même quand j'étais étudiant et que j'avais pas de sous, quoi. Et la dernière chose auquel je faisais pas attention, c'était mes sous-vêtements. Et c'était pas par manque de recherche, j'avais recherché, mais j'avais rien trouvé qui me parlait, qui me motivait à mettre assez d'argent dedans, quoi. Et donc je me suis dit, ah oui, mais c'est pas bête. En fait, il n'y a pas d'offre satisfaisante. Et c'est un gros marché. Enfin, entre guillemets, c'est un marché quand même qui est assez important pour pouvoir lancer une marque dessus. Et c'est peut-être moins complexe que designer pour quelqu'un qui n'est pas designer comme moi, que partir directement par designer des sacs à dos, quoi. Et donc voilà. Donc c'est démarré de ça l'idée de faire. Et alors, comment tu commences ? Alors, je commence par acheter des dizaines et des dizaines de sous-vêtements masculins pour les comparer et voir ce que j'aime ou ce que j'aime pas. À défaut d'acheter un appart, du coup, on a investi les sous dans le sous-vêtement. On l'avait acheté quand même déjà l'appart. Et après, on va au Portugal. À l'époque, c'était Europage, donc c'est un peu vintage comme site. Mais tu sais que ça existe toujours. On en a encore parlé il y a 2-3 jours. Je sais plus qui je pourrais retrouver, mais on a parlé récemment encore. Ouais, mais il y a des sites un peu mieux optimisés quand même maintenant que Europage. T'en as un à me conseiller Ouais, ForSource, mais je sais pas s'ils sont encore en vie. Parce que là, c'était gratuit jusqu'à il y a quelques mois. Là, ils demandent à payer, mais j'arrive pas à payer sur le site. Et je demande des rendez-vous, je book des rendez-vous et personne ne vient au rendez-vous. Donc je sais pas s'ils sont encore vivants. ForSource, for comme 4, F-O-U-R, pardon, ouais. source.com. Ouais. Okay. Et Euro, pardon. Ouais. Europages, c'est un autre site. Notre référence. Europages, c'est europages.com. E-U-R-O-pages.com. Ouais. Il y en a un autre, mais je ne me rappelle plus du nom. Mais j'aime moins passer plus en mode projet. On pose un projet sur la plateforme et il y a des usines qui peuvent répondre au projet qu'on pose. Mm-hmm. On n'est pas proactif. Moi, je préfère être proactif, faire la liste, regarder des centaines d'usines et regarder tout ce qu'elles font, toutes leurs spécialités. T'as pas le nom à tout hasard de ce troisième site dont tu parles ? Il faudrait que je regarde sur mon téléphone, mais je ne l'ai pas là. Et donc, vous cherchez une manufacture. Et donc voilà, on fait le tour du Portugal, on part congé de Marion. Moi, j'avais posé Madame, donc c'était pas des congés, mais congé de Marion et... Attends, les mots sont importants. T'as posé Tadem ou t'as Non, j'ai fait une rupture conventionnelle. Okay. J'ai eu la chance que le directeur retail, c'était un de mes potes. Donc, parce qu'ils acceptaient pas trop les ruptures conventionnelles, mais j'ai pu en avoir une. Et donc du coup, voilà, donc chômage pendant 2 ans. Et on part au Portugal. Je sais pas, j'avais contacté 30 usines. Il y en a 10 qui ont accepté de nous rencontrer. Et puis voilà, on fait le tour des usines et on voit lesquelles veulent travailler avec nous, lesquelles nous paraissent bien. Et voilà. Tu fais quand même le tour de 10 usines oui. avec le caleçon parmi les dizaines de caleçons que tu as achetés qui te semblent mieux. Bon, avec plusieurs. Enfin, voilà, tu mets en disant voilà ce que tu voudrais, en expliquant ce que tu voudrais. Ouais. Tu as un sujet de MOQ, non, quand tu vas voir ces usines, de minimum order quantity. Exactement. Les 10 acceptent de partir sur des petites prods ou elles te demandent une prod importante ? Non, les 10 n'acceptent pas. Donc c'est aussi ça qui... Il y a une usine qui nous a fait confiance, qui avait des MOQ plus élevés que ce qu'on pouvait faire pour démarrer, mais qui s'est dit, bon, allez, on tente... pourquoi pas, quoi, on va voir si ça marche. Ils étaient moyennement convaincus parce que je me rappelle qu'ils comprenaient rien à ce qu'on allait faire. Ils nous posent la question, il fait alors vous allez vendre à des boutiques ? Non. Mais vous allez vendre sur Internet ? Vous avez votre propre boutique ? Non. Mais vous allez vendre que sur Internet ? Oui. Donc ils étaient pas super en confiance, mais aujourd'hui je pense qu'on fait 70% de leur chiffre d'affaires, donc je pense que c'est pas mal pour eux. Oui, ok, super. donc ils ont bien fait de nous faire confiance, mais... Et nous, on est des gens assez fidèles. Donc, si quelqu'un nous fait confiance et que derrière, il ne nous fait pas de crasse,
on va pas forcément aller voir ailleurs, quoi. Donc on leur retourne l'ascenseur. Via de la fidélité, ok. Ouais. À quel moment se choisit le nom Petron? Au moment où Nicolas vient me voir en me disant il faut que tu me trouves un nom, toi tu es en agence de com, tu vas trouver. Et il me dit je veux un peu un nom, tu vois, comme une divinité, un truc un peu mythologique, tu vois, un peu classe, qui marchera dans tous les pays et tout. Donc je réfléchis, je me creuse la tête et puis je réfléchis. J'ai commencé moi par faire des lettres, j'ai fait Hippocagne et j'ai fait vraiment 5 minutes de latin dans ma vie. J'étais nul, mais je réfléchis 2 minutes et je me dis ok, je crois que je me souviens d'un gars qu'on appelait l'arbitre des élégances. Et donc ce gars c'est Petron, alors il a existé, on suppose que c'est l'auteur du Satyricon, qui ensuite a été adapté en film par Fellini. Et donc en tout cas, son surnom à la cour de Néron, c'est l'arbitre des élégances, c'est l'homme qu'on vient voir pour le bon goût des fêtes, des parures, des buffets, etc. Et en fait on se dit, bah c'est cool parce qu'en fait, le sous-vêtement c'est un sujet sur lequel les hommes sont souvent dans le déni, ou tu vois, ou au pire dans l'inconfort, le manque d'assurance. Et on s'est dit, comme nous on a des produits qui sont simples, tu vois, minimalistes, sans logo, sans motif pour l'instant, ou dans le futur avec des motifs simples, avec nous vous serez sûr d'avoir des produits dans lesquels vous serez beau et bien. Et donc voilà, Petron est né comme ça, et c'est marrant parce que c'est un nom de famille qui existe toujours. Pour les gens qui sont plutôt d'origine italienne, on a pas mal de clients qui s'appellent Petron. Petrone, et qui sont trop contents d'avoir des boxeurs. Des boxeurs Petron. Exactement. Et on a même un client qui s'appelle Néron. Alors on ne sait pas s'il est venu expressément pour ça. C'est drôle. Ce qui est bien, c'est que ça marche à l'international. Alors on a mis Petron avec un accent. Ouais. Mais tout le monde l'écrit. Ça passe à l'international, je pense. Et peut-être, on aura une vie en Italie un jour. Parlez-moi du marché du sous-vêtement masculin quand vous vous lancez. Le marché du sous-vêtement masculin, il est assez stable. Il est à peu près pareil maintenant que quand on se lance. Il fait 600 millions en France. Ok. Alors quand on dit sous-vêtement, c'est... Attends, 600 millions, et combien celui des femmes? C'est 2... Alors il est moins stable. À l'époque, il faisait 2,3 milliards ou 2,5 milliards, je sais plus. Okay. Je sais plus exactement ce qu'il fait maintenant, celui de la femme. Quand on dit sous-vêtements, c'est juste boxer, caleçon, slip. Ça prend pas en compte les chaussettes, par exemple. Et donc si on rajoute les chaussettes, la partie francophone, on dira 1 milliard, quoi. Si on prend Belgique, Suisse, Luxembourg, plus les chaussettes, quoi. Et quelle marque, quel positionnement, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce marché? Alors, on trouve pas tant de choses que ça. Contrairement à la femme où il y a vraiment beaucoup de choses, je pense que au moment où on a lancé Petron, on a fait un Ulule, il devait déjà y avoir 3-4 marques de femmes en même temps que nous. Il y avait 3 ou 4 de plus le mois d'après, puis 3 ou 4 de plus le mois d'après. L'homme, je sais pas, si on a été 2 en 2 ans, c'est le max, quoi. Donc il y a quand même beaucoup de fast fashion, beaucoup de marques de supermarché, de fast fashion. La plus connue c'est Dim. Je crois que Dim c'est 1/3 du marché masculin. C'est quand même énorme. Okay. J'aurais imaginé que c'est les fast fashion qui avaient pris la grosse part du gâteau. Non, c'est toujours Dim. Je crois que c'est vraiment le gros de l'achat, c'est le supermarché. Déjà, c'est à 30% acheté par des femmes en mode mère au foyer un peu, quoi. Donc, qu'est-ce qui pousse une femme à acheter un caleçon à son mari? Le désespoir. Ouais. Non, mais c'est ça. J'en ai marre de ton caleçon troué. Je pense que c'est pas tant de nos générations, je pense. Je pense que c'est plus les générations un peu plus âgées où c'est la femme qui fait les courses. Et en même temps qu'elle fait ses courses, elle prend les boxers dans le rayon du supermarché, quoi. Ok. Je pense que sur nos générations, oui, nous sommes très indépendants. À Paris, nous on a 2 boutiques. À Paris, clairement, on a quasiment que des mecs qui viennent acheter pour eux. Alors, t'as dit à Paris, nous on a 2 boutiques. Non, tu te reprends, mais ouais. Donc il y a une boutique à Paris, une boutique à Toulouse. Hein. C'est ça. Ouais. Et tu dis il y a quasiment Paris, que des mecs. Il y a quasiment que des mecs. Ok. À Toulouse, on a quand même pas mal de femmes qui viennent acheter pour leurs compagnons. Ok. Donc je pense que ça dépend aussi des zones géographiques peut-être. Hein. Mais là c'est mon sentiment, c'est pas une réalité, quoi. Donc Dim, selon toi, un bon tiers du marché, la fast fashion, et dans le quali ou le produit de manière éthique ou le haut de gamme. Un tiers du marché éthique, vraiment, il n'y a quasiment rien. Et un autre tiers du marché, c'est tout ce qui est les grandes marques vendues en grands magasins, type Calvin Klein, qui je pense est le leader, après, je sais pas, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren. Ce qui est marrant, moi je bossais en grand magasin, c'est que pour, je crois, c'est Tommy Hilfiger, Calvin Klein, et je sais pas, il y en avait une troisième. C'est le même fournisseur quelque part dans le monde? Ah ouais, c'est un fournisseur en Chine qui paye des royalties pour, en Chine ou au Bangladesh, je sais pas, qui paye des royalties pour pouvoir marquer le nom en gros sur l'étiquette. Enfin, sur l'élastique. L'élastique, merci, ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça, en fait, que
que sur les sous-vêtements masculins, tu as des gros noms sur les élastiques. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment fait, cette catégorie de produits n'est pas vraiment faite par la marque. Et donc, l'usine qui paye pour pouvoir marquer la marque, il faut absolument que ce soit en gros. Qui t'a payé. Ouais, voilà. Okay. Et donc, du coup, bon, là, on est sur la même qualité que les supermarchés, sauf qu'on le paye plutôt les prix de ce qu'on fait nous. Okay. Parce que. Parlons du prix, tant qu'on y est, justement, tu m'as dit qu'en moyenne, ça sort à 17 €, c'est ça? Ouais, enfin, ça s'achète à 17 €. Nous, c'est le prix moyen. Si on prend en compte, on a un programme de fidélité, donc les bons de fidélité, les petites réducs qu'on fait, pas de grosses réducs, on fait jamais plus de 15%, mais les petites réducs qu'on fait, les achats en lot et tout ça, en moyenne, on vend nos sous-vêtements à 17 €. Ok. Et donc là, j'ai pas accès aux chiffres du marché, à quelle moyenne, par exemple, Calvin Klein vend ses boxers. Non, mais de manière empirique. Mais de manière affichée, quand on regarde, je sais pas, 1 ou 2 € près, c'est à peu près la même chose, quoi. Je pense qu'ils doivent les vendre à 15-16, quoi. Ok. Sauf qu'on peut les trouver sur Alibaba à 90 centimes, quoi. C'est ça la différence. Et pardon? Tu sais, sur les outlets. Ouais. Ok. Alors que nous, le coût de prod, de toute façon, on peut être transparent sur ça. Nous, on est sur des marges moyennes. On a un multiplicateur de hors taxe à hors taxe de 2,6 aujourd'hui. Donc il faut qu'on améliore un peu, mais qu'on n'amènera jamais au-delà de 3, parce que sinon, après, on sera plus compétitif. Et donc, du coup, nous, notre boxer classique, celui qu'on vend le plus, par exemple, on le produit à un peu plus de 6 €. Donc voilà, après, forcément, la qualité est différente, quoi. Ok, non, je comprends. Sauf qu'il est, il est éthique, il est produit en Europe. Voilà. Et je veux bien maintenant qu'on revienne sur la production. Donc vous trouvez une manufacture qui accepte de vous accompagner dans les MOQ qui vous conviennent et qui vous fait confiance. C'est elle qui vous comprenait pas? Oui. Ouais, qui ne vous comprend pas, mais vous fait confiance. Oui. Bon, ils se disent au pire, on prend les sous, on les verra jamais, c'est pas grave. Mais c'est marrant parce qu'au départ, ils ne nous comprennent pas, mais 2 ans après, quand ils voient que ça prend bien. Et que tu fais 70% de leur. Ouais, alors 70%, c'est aujourd'hui, c'était pas au bout de 2 ans, mais ils nous demandent de créer leur marque. Ils se disent, ah ouais, mais finalement. Ils savent faire, je vais leur confier la création de ma marque. Ouais. Ce que vous avez fait? On leur a fait une petite présentation, puis après, c'est le moment où ça a décollé un peu pour nous, on n'était pas trop staffés. Il focus. Ouais, on n'avait plus trop le temps, quoi. On leur a dit, bon. Mais ils se sont dit, c'est marrant, il doit y avoir un truc qui fonctionne dans leur machin. Parce que... Mais en fait, ils l'ont porté. Alors, pardon, chères auditrices, chers auditeurs, Marion et Nicolas ont été super sympas, ils m'ont apporté quelques produits. Attends, c'est d'une douceur, c'est incroyable. Et donc, vous m'expliquez que c'est le Tencel, qui est un fil de fibre de bois. Oui, j'ai bien dit. C'est la cellulose de bois, oui. Et donc, vous me racontiez que vous n'achetez pas du tissu au mètre, mais du fil. Oui. Et vous choisissez du coup vous-même la création, la manière dont vous créez vos tissus. Exactement. Donc, on achète des conteneurs de fil et qu'on amène à l'usine. En fait, l'usine avec qui on bosse, c'est une usine qui est spécialisée dans le sous-vêtement masculin au Portugal. Et qui, avant qu'il y ait les délocalisations vers l'Asie, avait 200 employés et était très équipé. Et puis, bon, on parle beaucoup de la France qui a été touchée par les délocalisations, mais ça a été le cas de toute l'Europe, enfin de tous les pays occidentaux. Et eux, ils sont passés de 200 employés à 35 employés. Mais ils ont quand même tout le matos pour quand ils étaient 200. Donc, ils ont de quoi faire de la toile. Ils ont des machines pour couper la toile. Enfin, ils ont des machines pour faire du jacquard même. On pourrait faire des toiles en jacquard. Enfin, bon, C'est quoi le jacquard, rappelle-moi? Le jacquard, c'est comme si tu voulais faire des motifs, mais au lieu de le faire en imprimé, tu le fais directement dans la toile, alors avec un petit relief, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ok. Donc d'ailleurs, je pense qu'un jour on va le faire, mais c'est juste que là, il faut des qualités de design que j'ai pas. Donc voilà, ils ont un équipement qui est supérieur à la taille d'employés qu'ils ont. Enfin, ils étaient 35 employés d'ailleurs quand on a commencé à bosser avec eux, mais grâce à nous, ils sont repassés à 45 déjà. Donc, super, vous avez créé 10 emplois en plus des vôtres. Ouais, voilà. Pour participer à la création de... Ok. Donc ça, c'est pas mal. Et donc du coup, le fait de partir à la source, d'acheter des grosses quantités du même fil, et d'après de faire des grosses quantités de la même toile, et après de la diviser en couleurs différentes, mais pareil, en grosses quantités de couleurs, parce qu'on a 7-8 modèles de sous-vêtements, qu'on fait la même toile. Après, on a les t-shirts, les pantalons de pyjama et tout ça. Donc, le fait de faire en gros volume la même chose, spécifiquement pour nous, ça nous permet de réduire à peu près nos coûts de production de 30%. Plutôt que d'acheter directement un tissu rouge ou même un fil rouge, c'est ça? Exactement, okay. Ouais. Plutôt que d'acheter directement sur catalogue, en gros, quoi. Mais on achète à qui, pardon, du fil? Alors, au départ, on achetait un filateur, enfin, on pensait que c'était un filateur. Il y a des gens qui sont des filateurs. Oui, exactement. Et donc, il n'y en a plus, du moins, il n'y en a pas pour le coton en France. Mais bon, au Portugal, il y en a beaucoup, en Italie, il y en a beaucoup. Mais nous, on achetait en Suisse,
et on pensait que c'était un filateur et c'était un exportateur qui achetait en Turquie. Et donc du coup, maintenant on l'achète en Turquie. À la source en Turquie. À la source en Turquie, ouais. Ça, c'est pour le coton. C'est pour le coton et le tencel. Le tencel. Ouais. Pourquoi il y avait une histoire d'Autriche quand on prépare l'épisode? Vous m'avez parlé d'Autriche. Ah oui, parce que c'est créé par une firme autrichienne. Le tencel. Le tencel, ouais, qui s'appelle Lenzing. Donc c'est eux qui font tous les fils, mais ils les distribuent pas. C'est plus une boîte d'ingénieurs de prod qu'une boîte de distribution. Donc en fait, ils font un. Pardon. Quand tu déposes un. Oui, ils ont breveté leur Ils méthode. ont- voilà, c'est il y a un breveté, brevet. bien sûr. Ouais. Et t'as des usines qui produisent le tencel. Ouais, ouais. Ok, En avec fait, leur, le tencel, c'est leur marque à eux. Ok. Et il y a, je sais pas, tu as peut-être déjà entendu parler de Modal. Modèle. Modal. Non. Non. Bon, le Modal, c'était. En fait, c'est eux qui ont inventé la viscose, à la Ok. base, il y a très longtemps. Hein. Après, ils ont transformé la viscose en. Enfin, ils continuent à faire de la viscose, mais ils ont inventé le Modal. Et après, ils ont inventé le lyocell. Le lyocell qui est la version écologique en fait de la viscose. Et du coup, ça s'est tombé, c'était, je sais pas, il y a 20-30 ans. Donc le nom lyocell est tombé dans le domaine public. Donc maintenant, je sais qu'il y a une énorme entreprise en Inde qui en fait aussi du lyocell. Mais si tu achètes, nous, on fait du tencel lyocell. Donc c'est-à-dire, c'est le lyocell qui a été créé par la marque autrichienne qui a inventé le lyocell. Lenzing. Lenzing. Ouais. Et donc c'est censé être la fibre textile la plus écologique au monde. Parce que c'est fait à partir de forêts FSC, de bois de forêt FSC d'Europe centrale. 99% de l'eau qui est utilisée pour produire la fibre est dans une espèce de bac permanent qui se génère, perd pas. Et tous les solvants qui sont utilisés sont des solvants naturels. Quoi. Ok. Et donc, Ils ont calculé l'impact environnemental du tencel lyocell, c'est à peu près 6 fois moins important que le coton conventionnel. traditionnel. Ouais. Le coton traditionnel. Ouais. C'est-à-dire qu'en termes de place, parce que c'est des forêts, en termes de place, en termes d'énergie, en termes d'eau, c'est incomparable De par rapport au carbone, coton. Ouais. tout ça. Et ça a les mêmes comment C'est dire, mieux. capacités, c'est mieux que Ouais. du. On appelle ça la soie végétale. Donc Ok. c'est un toucher tout seul, c'est un toucher de soie un peu. Mais cette douceur que j'ai en tripotant le. Il vient du tencel en fait. Ok. Et le tencel tout seul, c'est comme si tu touchais un peu de la soie. Donc pour les hommes, c'est peut-être, ça fait soit un peu matière technique. C'est pour ça que nous on utilise du 100% tencel pour notre gamme de sport. Ok. Soit un peu soie qui, bon, à l'époque la soie c'était les sous-vêtements des nobles, hein, donc c'était aussi quelque chose de masculin, mais qui maintenant quelque chose de vécu un peu plus féminin. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas parti 100% sur du tencel pur, Mais que vous avez rajouté du coton. du coton bio. Ouais. En fait, ça nous permet d'avoir une matière. Le tencel, tu as des bonnes qualités respirabilité. Ça absorbe et évacue plus vite l'humidité. C'est plus stretch, effectivement. C'est stretch, j'allais te poser C'est la une question. matière qui est antibactérienne, donc ça retient moins les odeurs. Ok. Tu vois, un vêtement en tencel, tu as moins ce truc de bactéries qui stagnent et donc qui commencent à sentir un peu mauvais. Notamment dans notre gamme sport, enfin moi je trouve que ça change la vie. Tu vois, par rapport quand tu vas à la salle et que tu fais du sport avec ton maillot en synthétique, là, qui sent la mort au bout de 5 minutes. Parce qu'en fait, ça, c'est des matières synthétiques. Qui retiennent les bactéries et donc les odeurs. Ouais, Ok. et qui sont surtout hydrophobes en fait. qui sont hydrophobes. Quand tu les Donc, laves, elles se lavent pas. elles se lavent pas vraiment. En fait, elles rejettent, comme elles rejettent l'eau de ta transpiration, mais en fait, elles rejettent l'eau de ta machine à laver de la même manière. Ok. Donc, c'est des vêtements qui se lavent jamais vraiment bien. Et donc, qui puent. Ok. Voilà. À la différence du tencel où Qui absorbe, qui 5 absorbe, fois, ouais. 5 fois plus vite que le coton et qui rejette 5 fois plus vite que le coton. Alors comment vous êtes tombé sur cette matière? Bah, c'est Nicolas qui a geeké. Non mais on parle aussi beaucoup du mérinos en ce moment, qui a Ouais. Qui a des qualités similaires. Ouais. Ouais. Alors c'est des qualités similaires au mérinos. La grosse différence, on dira, en gros c'est thermorégulant parce que ça a les capacités justement, comme disait Marion, d'évacuation de la transpiration. Donc c'est ça qui rend les choses, les matières thermorégulantes. C'est pareil avec le lin. Alors après, en fonction de la matière, elle peut être plus performante pour du froid, plus performante pour du chaud. Le lin c'est plus performant pour du froid, le tencel aussi. Là où le mérinos est plus performant pour du chaud. Mais en vrai, toutes ces matières-là, elles sont quand même plus performantes que des matières techniques plastiques qui seraient spécifiques pour ça. Et Par que exemple. du coton traditionnel. Et que du coton traditionnel. Par exemple, on a été approché par les usines en Asie qui font... Enfin, les usines. La firme pétrochimique, je pense, qui fait les matières techniques pour Uniqlo, s'ils voulaient s'implanter en France sur du sous-vêtements. Et ils ont trouvé que c'était nous qui avions la meilleure qualité, donc ils m'ont demandé de faire un petit peu, de travailler comme consultant pour eux. J'ai dit oui au départ, je comptais pas le faire, hein, mais j'ai dit oui pour Vous voulez recevoir les surtout aller au produits. Japon. Ça n'a pas marché. Ouais, ils ont même proposé de venir dans le Gers et tout, hein, donc pour te dire. Et donc du coup, ils nous ont envoyé des produits donc spécifiquement chauds et des produits spécifiquement froids de leur gamme.
nos t-shirts à nous en tinsel, ils marchent mieux dans le chaud et ils marchent mieux dans le Mieux chaud dans que le leur froid, chaud et et ils marchent mieux dans le froid que leur froid. Quoi. Ok. Donc c'est quand même plus efficace, mais bon, c'est beaucoup plus cher à produire. Quoi. C'est beaucoup plus cher et c'est pour ça que ces grandes marques de fast fashion ne le font pas. Ouais. Ok. Et puis le dernier point aussi, c'est que c'est quand même, comme c'est des matières naturelles, il y a un côté, c'est quand même un petit peu moins solide. C'est plus solide que du coton, mais c'est quand même moins solide qu'un vêtement plastique. Quoi. C'est plus solide que du coton. Oui. Je serais très curieux, alors je vais me renseigner, je vais essayer de trouver des vidéos, mais de comprendre. Donc elles sont Et j'étais en train de dire, pardon, excuse-moi, Oui. donc ça a coupé, je suis désolé, chers auditrices, chers auditeurs, un quart de seconde parce qu'on a refait un réglage. J'étais en train de dire que je serais très curieux de savoir comment on fait une fibre, un fil à partir de bois, mais je te demande pas de me l'expliquer, si tu le sais, mais non, mais je cherchais. Et donc, alors là, je reprends un peu le fil. Oui. Pardon. C'est ton métier, non? Vous achetez du fil blanc. D'une part parce que ça vous permet de créer vos propres grammages, vos propres tissus, vous le faites tisser pour en faire... On le file ou on le tisse on fil le tisse. Ouais. On le tisse, vous le faites tisser pour en faire le tissu qui va servir à la création des produits, vous le colorez dans les couleurs qui vous vont bien. Et je fais juste là un arrêt sur le grammage. Le grammage, on voit ça souvent quand on achète des tissus, c'est le nombre de grammes au mètre carré, c'est ça. Et comment on fait varier le grammage d'un... Alors, il y a plusieurs solutions. Soit en prenant des fils plus ou moins fins. Donc, plus le fil est fin, moins le grammage sera élevé. Le risque avec ça, c'est ça peut être plus léger pour l'été, plus agréable et tout ça. Le risque, c'est que c'est plus fragile aussi. Alors ça, c'est toujours pareil, ça va dépendre de la longueur de la fibre qu'on utilise. Plus elle est longue, plus elle sera résistante. Donc, mais bon, là, quand on parlait de fast fashion, par exemple, les fibres longues coûtent plus cher, donc ils achètent plutôt des fibres courtes. Donc pour compenser en général... Alors, c'est quoi la longueur d'une fibre ? Alors, c'est quand tu déchires les fils qui... Non, oui, c'est des fils torsadés. C'est un fil de coton, c'est un fil, quoi. Enfin, c'est comme un cheveu, quoi. Donc, c'est la longueur de ton cheveu, quoi. Et plus il est court, plus quand tu vas faire ta toile, vu qu'il y aura plus de fils les uns à côté des autres, plus ça va... Voilà, quoi. Enfin, donc, le fil des fils plus ou moins fins, c'est une manière de faire varier le grammage. C'est ça. Après, tu peux aussi prendre des fils fins, parce que les fils fins, souvent, s'ils sont en longue fibre à la base et qui sont fins, c'est ceux qui ont la meilleure qualité. C'est ceux qui peluchent le moins, c'est ceux qui sont les plus doux, qui absorbent le mieux la couleur. Donc, ce que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle du double rotor. Tu peux faire aussi du triple rotor. C'est-à-dire que tu prends plusieurs fils fins, les torsader ensemble, pour en faire un fil un peu plus épais. Un peu plus épais. Voilà. Et faire varier le grammage, ça Exactement. Aide à quoi ? Alors, ça aide à la Donc tu me l'as dit, pardon, la solidité, hein, potentiellement. Ouais, à la résistance. Ouais. Ça aide varier le grammage. À la tenue. À la tenue également, ouais. Plus c'est épais, plus ça a de tenue. Après, c'est aussi un défaut dans les sous-vêtements parce que plus le grammage est élevé, plus la toile est compacte. Et plus elle est compacte, moins elle est agréable à porter. Plus quand tu vas bouger, elle va suivre tes mouvements. Je sais pas si tu as déjà acheté des jeans vintage avec une toile bien épaisse. Plus c'est épais, plus quand tu bouges, ça te suit, quoi. C'est pas... Et donc du coup, c'est agréable, t'as les jambes qui remontent, ça te rentre dans les fesses, c'est pas fou, quoi. donc c'est l'enjeu sur un sous-vêtement, c'est de l'avoir masculin qui est moulant, c'est de l'avoir à la fois résistant et à la fois souple pour pouvoir suivre tes mouvements sans remonter, sans te rentrer dans les fesses, quoi. Et c'est là que le tinsel est génial, c'est que à la fois tu peux faire du tinsel un peu plus épais que du coton pour avoir la même souplesse, quoi. Ok. Donc, vous avez trouvé une manufacture, vous avez lancé vos premières collections, vous avez créé le Citycom. C'est plutôt Marion. Je crois que c'est moi à la base. On a fait un Shopify en 2 semaines, tout pété, qui était vraiment horrible. Mais bon, tu sais, avec les thèmes à $20 et c'était fait. On le lance en mars 2019. Et la campagne Ulule vient à quel moment ? Ah, ça c'était avant. On lance ça fin 2018. Ok. Ce qui nous a permis... On n'a pas crevé les plafonds sur notre campagne Ulule. On a dû faire peut-être 15 000 €, je pense. Ouais. Mais en même temps, nous, en gros, on a fait les photos le dimanche soir et le lundi, elle était en ligne, quoi. Okay. On n'a pas du tout fait, comme on te dit, de faire 6 mois de storytelling à fond, etc. On a lancé la campagne, on avait 130 followers sur Instagram ou un truc comme ça, tu vois. Et pareil, la nana qui nous a accompagnés, Ulule, a fait un peu comme l'usine. Elle nous a regardé, genre, mais vous êtes sûr, ce plafond-là, c'est raisonnable, vous allez y arriver, enfin... Donc, on s'est lancé, on a fait 15 000 €, ça nous a permis de trouver nos premiers clients,
qui ne connaissaient pas, en dehors de nos parents et de nos Alors, copains. quoi. 1400 ventes quand même, sur un objectif Produit, de ouais. 350. Non, Vous avez fait 396% d'objectifs. Et c'était Très honnête, une hein. campagne tout Ouais. à fait honorable. Le premier papier dans la dépêche, Gers, première couverture, donc on l'a gardé. Et donc on boucle cette campagne de financement et en fait on commence à livrer nos premiers clients en mars quand on récupère du coup le fruit de cette première production. Ok. Et quelques mois plus tard, vous créez le e-com. Tu crées le e-com Oui. en 2 semaines. Oui. Et ensuite... Alors ensuite longue péripétie. Non, ensuite, je pense que pendant 2-3 mois, assez calme. Parce qu'on faisait pas de pub, parce que personne ne nous connaissait. Et puis on réussit à avoir un papier dans Bonne en fait, Bonne ils font pas payer et ils mettent que ce qui leur plaît. Et moi j'avais un pote qui connaissait un rédacteur chez Bonne qui avait fait un sujet sur les sous-vêtements justement. Ouais, les boxers. Ouais, Nicolo il s'appelle. Et donc il me dit si tu veux je te mets en contact, tu peux lui envoyer un boxer, savoir ce qu'il en pense. Sauf que moi, il y avait un modèle, j'avais tout refait en écoutant ce que Nicolo avait fait dans son test. Donc forcément, s'il allait en penser, ça allait être du bien. Et donc, je pense qu'une heure après qu'il ait reçu, il m'envoie un texto en mode c'est génial et tout, et je vais te faire passer dans les pépites de la rédaction. Et là, je pense qu'en 10 jours, on a vendu tous les stocks de la première prod. Génial. Ouais. Et on s'est retrouvé sans prod, Alors ça, sans produit pendant 3 mois. Ça, c'était en quelle année 2019 2020 C'était 2019, ouais. 2019 avant le Covid. Juillet 2019. À une époque où les blogs existaient Ça encore. comptait vachement. Ouais. Et c'est vrai que du coup, de toute notre première audience, nos premiers clients, c'était vraiment des lecteurs hyper assidus de blogs qui étaient contents de trouver une marque qui avait une approche vraiment technique du sous-vêtement. Donc ça, c'était vraiment notre truc au début. On écrivait des articles hyper longs pour expliquer comment on avait fait des sous-vêtements et en fait expliquer que c'était un produit où il y avait plus de R&D et plus d'innovation technique que ce qu'on pensait, quoi. Marion avait même fait un blog, c'était Medium, non ? Un médium à l'époque. Sur pourquoi on avait choisi le Portugal. Ouais, Je crois que pendant 3-4 ans, toutes les semaines, on avait quelqu'un qui nous contactait parce qu'il voulait lancer sa marque au Portugal. Donc, ouais, si tu tapais Made in Portugal, il était hyper bien référencé, ce papier. Et donc il nous contactait comme si on était Made in Portugal. Le tu référent, vois, quoi. Europatch, quoi. Ouais. À quel moment tu lâches ton job ? J'ai la conversation assez tôt avec ma dernière agence. Moi, j'ai fait pendant 1 an et demi, garder mon boulot et en parallèle de bosser pour Petron. Donc, je bossais le soir, je bossais le midi, le week-end. Ça commence à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Et 1 an après la campagne Ulule, j'entame la conversation. Et très cool. Hein. Alors, à l'époque, j'étais chez Spin Tank, que je salue. C'est sur ton LinkedIn, donc c'est voilà, rien rien de bien secret et hyper cool sur le fait, enfin plein de gens avaient des side business. Mon voisin est devenu photographe, c'est notre tout premier photographe, et mon voisin d'à côté il est devenu brasseur, tu vois, de bière. Donc comme quoi, une agence qui t'ouvre des horizons. nouveau. Ouais. Et je finis par en partir mars, la première semaine du confinement avec le Covid, mars 2020. Ok. Accélération rapide du temps, pas forcément des ventes. On est 4 ans plus tard. Vous faites... Alors non, on est 3 ans plus tard, on va s'arrêter l'année dernière. Vous faites presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur une collection homme uniquement. Vous avez déjà lancé le prêt-à-porter ? Oui. Ou ça fait, okay. Après, on n'a pas énormément de choses en prêt-à-porter. Non, mais il y a quelques t-shirts. Voilà, le Henley que je porte là. On a... Après, le t-shirt à la base, c'est un sous-vêtement. Enfin, le Henley aussi d'ailleurs. c'est juste, nous, on fait tous les vêtements à même la peau en fait. Ouais, on communique souvent sur cette idée de vêtements de peau. On aime bien cette idée. Première 3 couche, grandes verticales voilà, chez nous, c'est le sous-vêtement, ce que nous on appelle vêtements de peau ou vêtements de confort. Donc le pyjama, tu vois, là on va sortir des jogging, des sweats, tous ces trucs où tu as besoin d'être un peu cosy. Et on va dire une verticale un peu sport loisir, où on a une petite gamme sport, la fameuse étincelle dont on te parlait. On a aussi envie de faire des maillots de bain, tu vois, un peu cet univers, ce que tu portes à même la peau pour faire un peu de sport, quoi. Ok. Et là, vous vous posez la question d'aller sur la femme. Oui. Vous vous posez la question ou la réponse est déjà... On commence à faire des protos là. Mais, okay. Mais oui, non, on pense que, vu que, comme on te disait, 30% des sous-vêtements masculins sont achetés par des femmes, on a quand même pas mal de demandes. Nous, depuis qu'on fait des ads, on target les femmes aussi. Et le souci de l'homme dans la mode, c'est que ça l'intéresse pas.
Et le plus dur, c'est de lui mettre le pied à l'étrier. Et on aimerait faire une offre. Nous, on a des prix dégressifs, en fait. Quand tu as un prix quand tu en prends un prix qui est différent. Enfin, tu as 5 € de moins quand tu en prends 2, tu peux mixer tous les modèles. Et tu as 7,50 € de moins quand tu en prends 4, tu peux mixer tous les modèles de sous-vêtements. Et on voudrait faire pareil, mais en incluant les sous-vêtements féminins aussi. Et donc, du coup, peut-être que la femme pourrait inciter l'homme en achetant à la fois pour elle et pour lui, en se disant, ça y est... Et l'inverse. Donc, Tu vois, nous on compte aussi sur le client chez nous qui est hyper content de ses produits et qui achète pour sa femme. et qui achète, tu vois, pour sa compagne en disant, bah écoute, franchement, moi c'est les meilleurs sous-vêtements que j'ai pu porter, comme on disait. Et essaye absolument ces culottes, elles vont être géniales. Donc on compte dans un sens comme dans l'autre pour que ça nous aide tu vois, en levier de notoriété et conversion. Alors, je comprends la logique et je comprends ce que vous me dites, ça a du sens. Ce que je vous disais tout à l'heure quand on préparait cet entretien, c'est pourquoi déjà aller sur la femme alors qu'il y a potentiellement plus de monde, le marché est plus large, on est d'accord, mais vous n'avez pas fini de creuser celui des hommes. Non, effectivement, on n'a pas fini. Alors l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce que vous allez sur la femme que vous arrêtez de travailler l'homme. Non, mais c'est toujours un peu le sujet. À chaque fois que... Pour te dire la vérité, moi je voulais déjà y aller il y a 2 ans. C'est moi qui ai mis le haut là un peu. Qui freinait. Ouais, Marion, on avait fait un booster camp avec le réseau Entreprendre aussi, Occitanie. Et pareil, j'ai pris un haut là un peu par tout le monde. On a quand même pas mal de demandes. Et il y a quand même des marques, tu vois, comme Asphalt, qui sont mis à la femme, qui ont eu un peu de mal au départ parce que je pense qu'ils ont attendu trop longtemps, qu'ils s'étaient fait une identité un peu trop virile, je dirais. Et peut-être que c'est bien de pas trop tarder, quitte à ce que ça soit une partie pas très importante de notre chiffre d'affaires. Mais c'est déjà présente dessus, quoi. Voilà, et que notre identité ne parte pas trop sur quelque chose de très identitaire homme, et qu'on soit à tout jamais condamné à être une marque d'homme, voilà. Quoi, tu vois. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'on fait. Nous, on n'est pas trop dans le virilisme, je dirais, dans notre image de marque. Mais voilà, puis vraiment, on a un produit qui est très, très facilement déclinable en nano-toile. Je pense que c'est vraiment dur de trouver des toiles plus confortables que celles qu'on a faites. Et ça serait dommage d'en faire profiter que les hommes. Non, mais c'est très bien tourné. Je reviens dessus d'ailleurs un instant. Comme vous achetez les fils et que vous choisissez vous-même le tissage et le rendu que vous allez avoir, vous n'avez pas déposé de brevet, j'imagine, mais il y a une certaine propriété intellectuelle, il y a quelque chose là-dessus ou pas? Non. Je peux trouver le même tissu ailleurs. Tu peux pas breveter une matière. La technique, c'est pas une matière comme celle de Lenzing, ils peuvent la breveter parce que c'est le fruit d'une recherche scientifique. C'est le fil, c'est pas la matière. Mais nous, notre matière, non. Oui, mais ouais, d'accord. Donc le ratio qu'il y a entre le tencel, on ne saura pas d'ici la fin de l'épisode. Ouais. On ne saura jamais, je crois. Et le coton bio. Je crois que j'ai demandé à un ou une Autrichienne récemment. Il n'a pas su me dire. Non, après, Nicolas saura mieux dire que ça, mais il y a quand même une lourde barrière à l'entrée. Nous, ça fait 4 ans qu'on bosse sur la matière. C'est beaucoup d'itérations, en fait. C'est une matière qui est fragile si on la travaille mal, le tencel lyocell. Et faut trouver des teinteurs, enfin des gens qui font les usines qui font la teinture. Ça doit pas être teinteur le mot. Enfin bon, je sais pas, je le dis qu'en anglais tout le temps. Donc qui savent le travailler sans l'abîmer. Souvent, soit il va être un peu rêche parce que la teinture n'a pas été faite comme il faut, soit la fibre va être cassante parce que ça n'a pas été fait comme il faut. Enfin, faut vraiment trouver le bon partenaire qui arrive à travailler avec ton fil en particulier. Donc il faut déjà faire plusieurs collections avec le même fil, commencer par des petites, puis agrandir, Okay. On est d'accord. Nous on les teste en laboratoire pour savoir leur résistance, pour savoir combien de temps la couleur reste, pour savoir s'ils vont pelucher. Enfin, on a vraiment fait beaucoup d'itérations pour en arriver sur notre dernière toile là, qu'on utilise aujourd'hui depuis 4-5 mois. Et je pense que même quelqu'un qui voudrait comme ça démarrer... Se lancer demain. Ouais, avant d'arriver à ce niveau-là, il lui faut au moins 3 ans, quoi, je pense. Ok, compris. Est-ce qu'il y a plus de technicité dans un sous-vêtement féminin qu'un sous-vêtement masculin? J'aurais tendance comme ça à penser que oui. Oui, c'est vrai. Enfin, du moins je pensais au soutien-gorge, pardon, pas à la culotte. Le soutien-gorge, c'est ultra technique, ouais. Mais on va pas en faire dans tous les cas, nous, des soutiens-gorge. Ok. Donc, on fera des brassières pour garder ce côté confort, quoi. Ok. Mais oui, non, le soutien-gorge, on se lancerait pas dans ça, là, c'est trop complexe, quoi. Et ça... Du coup, t'as beaucoup d'offres. Ouais. Il y a beaucoup d'offres, tout à fait. Ouais. Et ça arriverait quand, conditionnel?
À la gamme femme, la collection capsule Septembre 2025. Non, on est obligé de le faire maintenant qu'on l'a dit. Non, c'est l'objectif. Après, et voilà, il peut se passer plein de trucs. On reste une petite équipe. Donc, Ok. Vous avez commencé à vendre en ligne sur ce super Shopify que tu as monté en 2 semaines. Alors, avec un thème à 20... à $20, mais... Avec des superbes photos aussi. Alors, ouais, au début, c'était n'importe quoi. On faisait les photos... Nous, on avait pris le parti que les photos sur fond blanc, c'était pas bien. C'était Nicolas? Non. Alors, Nicolas a fait une séance. C'était mes potes. Okay. Non, mais on faisait vraiment les photos avec les copains. Le photographe, c'était le fameux gars qui était à ma gauche au bureau. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Les premières photos qu'on a fait, en fait, j'avais 2 potes qui étaient pas mal, qui avaient accepté de faire les mannequins pour nous. Et ils s'auto-prenaient en photo. Et donc, il y en avait un qui était en slip, qui en prenait un autre en photo en boxer, puis après il tournait de place. Et moi, je tenais une lampe de chevet à côté de celui qui était pris en photo pour qu'on essaie de voir un peu en fait, le produit. Le début, nous, on est autofinancé, donc on était pauvres et très radins. Et donc, du coup, vraiment, les shootings, moi, quand j'entends des trucs, genre, ouais, un shooting, c'est minimum à 4 chiffres, ça va être 10 000 € et tout. Moi, ça me fait marrer parce que vraiment, nous, c'était. En gros, le prix du shooting, c'était le prix des pizzas à midi pour remercier tout le monde d'être venu, quoi. Et donc, au début, les photos, c'était n'importe quoi. C'était hyper artisanal. C'était les copains qui se prenaient, nous, la lumière de la lampe de chevet. Et donc, ce Shopify, au début, il ressemble à ça. Après, grande idée, on est passé sur WooCommerce. Et là, il me regarde. non, pardon, c'est très bien WooCommerce. Pardon. Non, c'est marrant d'être. Ok. Pourquoi? On n'a pas trouvé que c'était si bien que ça. Ouais, en fait, non, à l'époque, Shopify, mais ils ont vachement avancé depuis, mais à l'époque, Attends, t'as pas trouvé que je t'ai coupé la parole, excuse-moi, mais que quoi était si bien que ça? WooCommerce. Ok. Enfin, nous, on n'arrivait pas à s'en sortir, quoi. En fait, à l'époque, mais ça a changé, Shopify, c'est une boîte qui progresse énormément. À l'époque, tu pouvais pas combiner les prix dégressifs, comme nous, on les pratique, avec d'autres formes de réduction. Et on voulait mettre en place un programme de fidélité. Nous, le cœur du truc chez nous, on a un taux de rachat de 50% sur l'année. On a des clients qui sont ultra fidèles. Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont trouvé leur produit, ils sont trop contents et ils rachètent. Nous, on a des clients qui ont acheté 15 fois chez nous. Donc on s'est dit, on va leur faire un programme de fidélité, ils seront contents et tout. Et ça, à l'époque, c'était pas possible. Impossible. On a tout retourné, tous les Shopify experts de la Terre et tout. Et on a un copain qui fait un peu du UX qui nous dit, mais c'est possible sur WooCommerce. Et donc, on bosse sur notre truc, on fait la petite refonte et tout, on bouge sur WooCommerce. Et là, 2 ans d'enfer. 2 ans à porter notre croix. Tu sais, où tu te lèves un matin, le site il est à l'envers, on avait mis un module pour traduire. Franchement, c'était 2 ans d'angoisse, quoi. En fait, comme c'est open source, n'importe qui peut trafiquer n'importe quel module. Je sais pas, nous on en avait 50. Et des fois, trafiquer un module, ça faisait sauter complètement le site. Et donc... franchement, une fois par mois, le site était down. Donc, c'était l'horreur. C'était. Enfin bon, bref. On souhaite une vie très heureuse à tous les gens qui sont sur WooCommerce et qui en sont très contents. Mais nous, c'était une galère sans nom, quoi. Ouais. Donc, et on apprend après que Shopify a réglé ce problème. Rollback. Et donc, du coup, 2 ans après, refonte. Donc là, gros boulot pendant 5 mois. Pareil, quasiment tout maison. Pour remettre le site sur Shopify, ce qui est le cas maintenant où on est en Advanced. Ok, Shopify Advanced. WooCommerce, c'est très bien. C'est très bien quand c'est bien fait. C'est top. Nous, on était trop contents au début. Je le trouvais magnifique ce nouveau site. Mais en fait, tu sais tu vois comment ça fait. Tu mets un plugin sur un plugin sur un plugin. Quand c'est bien fait. Voilà. Et il faut avoir un peu d'expérience pour savoir voilà. Qu'est-ce que tu mets pas, comment tu testes tes plugins, comment tu restes avec une optimisation de site et pas de rollback sur des fonctionnalités qui pourraient casser des nouvelles, qui pourraient casser des anciennes, bref. Exactement. Ouais. Je pense qu'on n'était pas du tout. Enfin, nous, à l'époque, on était quasiment que nous deux. On a travaillé avec un free qui nous a mis, je crois, 6 mois de délai dans les dents et qui, puis après, nous a gardé la clé de connexion au site jusqu'à qu'ils reçoivent notre virement. Même en envoyant la preuve de virement, ils ne nous faisaient pas confiance alors qu'ils nous avaient mis 6 mois dans les dents. Enfin, c'était l'enfer, quoi. Donc, ça arrive. Que maintenant, et pas que sur WooCommerce, ça arrive partout. Non, bien sûr, faut être fou. Mais mon point était le suivant. Donc, vous lancez un Shopify, puis un WooCommerce, puis un Shopify. Exactement. Mais surtout, vous ouvrez 2 boutiques. Oui. Une à Paris, une à Toulouse. Vous commencez par laquelle? Paris, ça fait 1 an et demi qu'on l'a pas. Ok. Et pourquoi? Alors, c'est une belle histoire, ça. Pourquoi? Alors, le retail, moi je bossais dans le retail, donc c'est toujours un plan depuis le début d'avoir un réseau de boutiques. Moi je trouve ça cool d'avoir ces lieux. Bon, pour l'instant on a fait l'archi, c'est un peu moi qui le fais et tout ça, donc c'est pas
c'est pas les boutiques les plus magnifiques du monde, mais j'espère qu'un jour on aura les moyens pour être un peu moins DIY et avoir des boutiques magnifiques. Enfin, moi, ça me plaît les lieux physiques, quoi. Et puis je pense qu'aussi, il y a une petite envie aussi peut-être d'en mettre dans des villes moyennes à terme, pour faire revivre un peu ces villes dont le centre-ville meurt un peu. Parce que nous, on est à la campagne, c'est quelque chose qu'on vit en fait. Et donc voilà, bon, on avait envie de faire du physique, on n'était pas parti pour le faire de suite. Mais nous, on habite dans le Sentier. Enfin, quand on est à Paris, on est dans le Sentier. Et je suis un grand fan de BD. Et vous avez gardé votre pied-à-terre parisien? Ouais, qui est à 5 minutes de nos boutiques. Ok. En fait, c'est vraiment un autre quartier. Ouais. Et c'était, Quand vous êtes là. en fait, c'était le magasin de BD où j'allais acheter toutes mes BD. Et qui est dans la rue commerçante en fait, du Sentier, dans la rue Poissonnière, en fait, qui va des grands boulevards jusqu'au Petit Carreau. Et on s'était dit, bon, si on se met dans le Sentier, on se met dans cette rue-là. Mais il n'y avait pas de local disponible. Et puis ce magasin cool. On va voir l'agence qui l'a en gestion pour demander si on peut pas faire un pop-up éphémère pour tester, pour voir si c'est intéressant. Ils nous disent oui. Puis après, c'était PESA, je crois. Pas de son, pas de lumière pendant une semaine pendant PESA. Et puis, quand ils reviennent, ils disent non, mais finalement, il y a quelqu'un qui nous le prend en bail. Une conciergerie Airbnb. Voilà. Et donc, du coup, le propriétaire veut plus vous faire un bail précaire pour tester. Puis je sais pas, nous, ça faisait une semaine qu'on tournait autour tous les jours, qu'on comptait le nombre de gens qui passaient dans la rue. J'ai un pote qui bosse chez Kabaya, qui est directeur retail chez Kabaya, qui m'avait donné le passage et tout. Enfin, on s'était trop projeté, on a fait allez, c'est pas grave, on y va. et donc du coup... T'as dit un truc à l'instant qui est hyper important, hein, on en parle dans les séries spéciales retail, ou quand on parle retail en tout cas, mais dans le choix que vous allez faire, chers auditrices, chers auditeurs, quand vous choisissez un point de vente, se poser dans la rue un lundi soir, un mercredi après-midi, un samedi matin, et compter à tout heure du jour. Hein. Ouais, c'est ça, non, mais, et compter les gens qui passent avec le petit compteur à main là, comme dans les avions. Okay. Et donc du coup là, on s'était trop projeté et on a dit bon allez c'est parti, on l'ouvre. Et puis bon finalement c'est... Il faut un peu de fond quand même. Bah pas tant, parce que comme je te dis on a tout fait en DIY, donc du coup... Non mais le pas de porte, le droit au bail, il n'y avait pas de pas de porte. Et oui, c'était pour ça aussi qu'en gros comme c'était une liquidation judiciaire, il n'y avait pas de porte. Ok. Et donc non, ça nous a coûté, on a mis 35 000 € de travaux. Ok. Et travaux plus meubles. Donc on aimait bien, c'est pas un quartier naturel de shopping, c'est pas le Marais et tout, mais on avait beaucoup de clients qui habitent dans ce quartier. C'est un quartier ou qui vivent, ou qui travaillent. C'est un quartier très start-up. Oui, il y a du monde dans le quartier tout court. Et en fait, il y avait déjà, il y a la zone Cézanne Octobre Édition, rue Saint-Fiacre et tout. Donc il y avait déjà un peu une idée de quartier un peu DNVB. T'avais Ast, t'avais Engarde et t'as Asphalt qui s'est installé au bout de la rue. Ok. À l'ancienne garçonnière, donc l'avenir nous dira si on a fait un bon choix. Mais bon, l'avenir, ça fait déjà donc 1 an et demi. Ouais, elle progresse bien. Ouais. On a été rentable dès la première année. Après, c'est facile d'être rentable quand on met quasiment aucun coût. Mais là, première année complète, on fait 340 000. Qui est pas incroyable, mais qui est... 340 000 pour quelle surface? 50 mètres carrés. Ok. Et là... si on fait première année complète, de juin à juin, enfin, première année complète, du coup, de juin à juin, on va faire plutôt 450. On fait des donc près des 10 000 € du mètre carré, dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure en préparant l'épisode, qui est bien. Oui. Et puis qui est en progression. Ouais. La marque gagne en notoriété. On faisait la moitié du chiffre, quand on a lancé, on faisait la moitié du chiffre en ligne de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc on va continuer à progresser, quoi. Mais tu as toujours voulu ouvrir un réseau de distribution physique, hein, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. En revanche, ça, c'est un coup de tête. Celui-là, c'est un peu un coup de tête. On voulait attendre un peu plus. Tu voulais un pop-up et t'as pas pu le pop-up, t'ouvres la boutique. Ouais, c'est ça. un peu enflammé. Non, je pense qu'on s'était fait un peu rebooster aussi. On t'avait parlé qu'on avait fait des réseaux d'entrepreneurs à Paris où on se sentait peut-être pas... Moi, on en a parlé en préparant l'épisode, on en parlera tout à l'heure dans l'épisode, mais vas-y, pardon, je te... moi, je me sentais pas si à l'aise que ça. Moi, je viens de la campagne, d'un milieu classique, quoi, de France moyenne, où j'ai pas été éduqué à ça, ni aux grandes écoles, ni à rien. Et bon, j'ai découvert ça en arrivant à Paris à 30 ans. C'est un milieu que j'imaginais même pas, quoi. Donc, non, mais parlons-en maintenant, c'est intéressant quand même. Et vous me faites souvent
enfin vous me faites, c'est très généralisant. Certains d'entre vous me remontent parfois qui trouvent que sur le panier, il n'y a que de trop belles histoires et qu'il y a un espèce de moule ou modèle d'entrepreneur e-commerce, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on est... alors moi, je suis dans le service, vous êtes commerçant et e-commerçant, on est 9 sur 10 à avancer à notre rythme, à galérer, à avoir des accélérations. Alors, voilà. Je mets mon site en ligne, j'appuie sur le bouton et je fais 100 000 euros le jour 1, ça n'existe pas. Non, Et C'est rare. c'est rare, mais après le truc c'est pas moi j'en rigole maintenant, mais je sais que mes premières années d'entrepreneur, moi j'étais hyper sensible à ça et à chaque fois que je voyais un gars sur LinkedIn qui faisait un post comme ça, c'est bête hein, mais moi j'étais genre je me meurtrissais quoi. J'étais vraiment genre mais je vais jamais y arriver. Enfin moi ça me touchait vachement. Nicolas vachement moins. Moi, ça me touchait moins, mais j'avais... Mais je le ressens chez toi, hein, Marion, quand tu... Ah ouais, moi j'étais pas bien. Hein. Je me disais ouais, enfin je sais pas où on va, mais c'est chaud. Et maintenant, moi, tu vois, tu t'apprends aussi, tu traces ta route et tu vois que tu arrives par d'autres temporalités et d'autres chemins. Et finalement, notre progression, elle reste assez rapide, entre guillemets, à l'échelle d'une vie professionnelle. Non, tu mais vois. vous avez une boîte qui tourne, qui marche, qui fait du chiffre, qui fait de la renta, parce que vous êtes sur fonds propres, donc vous êtes obligé de faire de la renta depuis le début. Vous êtes en croissance, enfin, c'est une histoire géniale. Et il y en a des... C'est vrai qu'on les entend moins dans les médias comme le mien. Puis on les voit moins à Paris aussi. Peut-être, et on les voit moins à Paris. Et ce que vous me disiez quand on préparait l'épisode, c'est que vous étiez dans des réseaux d'entrepreneurs parisiens, d'entrepreneurs dans l'e-commerce, et que vous ne vous y sentiez pas forcément à votre place ou que... Je sais pas si c'est pas se sentir à sa place, mais on croise des gens qui ont fait des... comme je disais, moi j'ai fait la fac, donc on croise des gens qui ont fait des grandes écoles, qui font des boîtes. Alors il y en a qui ont des succès, mais quand on est dans les réseaux, c'est vraiment pas la majorité. Donc dans les réseaux, c'est quand même beaucoup d'échecs. Comme les boîtes de manière générale, il y en a plus qui coulent que qui font 2 millions dès la première année, quoi. Et je me dis, mince, quoi, s'il a fait HEC et qu'il n'a pas réussi, pourquoi moi je réussirais à faire quelque chose qui marche, quoi. Et donc, moi, je sais que ça me retenait beaucoup d'investir plus, quoi. J'étais toujours très, très précautionneux. Et puis, quand on s'est installé dans le Gers, on s'est mis dans des réseaux d'entrepreneurs du Sud-Ouest. Et là, on a vu des profils de gens qui avaient réussi, tout en ayant plutôt mon profil à moi scolaire, quoi. Et moi, là, ça m'a décomplexé. Ils nous ont pas mal boosté en mode, mais tous vos KPI sont bons, qu'est-ce que vous faites à attendre comme ça, à faire quasiment aucune pub, à faire quasiment que de l'organique, alors que tous les KPI sont bons, c'est justement le moment d'accélérer, quoi. Et c'est là, comme ils nous avaient un peu chauffé à blanc, c'est là qu'on a ouvert la boutique. Si c'est comme ça, on va ouvrir une boutique. Ok. C'est bien, ça vient d'une frustration, d'un défi presque. Bon, on est dans un podcast e-com et retail, on va pas s'allonger sur le canapé, mais c'est intéressant. Non, mais... Non, mais c'est vrai que c'est... je pense qu'on avait besoin, enfin moi du moins j'avais besoin de voir des gens qui réussissent sans pour autant avoir été les gens les plus brillants du monde scolairement, quoi. Ok. Allez, on ferme la parenthèse, on en reviendra peut-être, mais je reviens sur vos boutiques. Donc vous en ouvrez une deuxième à Toulouse. C'est quoi le plan, la suite? Quand est-ce que vous lancez en wholesale? Aïe. Jamais. Et pourquoi? Pourquoi? Alors, comme on en parlait, moi je trouve qu'il y a une espèce de poncif qu'on entend beaucoup en France, pas forcément partout ailleurs, comme quoi il faut au moins 70% de marge pour avoir une boîte pérenne. Et un pricing compatible avec les marges dans l'wholesale. Exactement. Et moi je pense pas que ce soit vrai. Je pense que ça nous met sur un... C'est beaucoup plus... Si on fait ça, on se retrouve dans un domaine beaucoup plus compétitif. Aujourd'hui, si nous, on faisait 70%, donc nous, on est plutôt à 63%. Si on faisait 70%, ben, on vendrait... Ouais, mais il y a quand même un gap, parce que le pourcentage, ça fait que... Je sais plus 70% exactement, mais je me demande si c'est pas... Il faut pas être à x5, là où nous, avec 63, on est à x2,6, quoi. Donc, ces 7%-là, enfin, ils ont une grosse différence. Et du coup, on se retrouve avec des produits, nos produits, on les vendrait 35-40 euros. Et là, c'est plus du tout la même chose. Pourquoi les gens achèteraient nos produits à 35-40 euros alors qu'il y a peut-être 10-15 marques qui font exactement la même chose? Et d'ailleurs, en l'occurrence, toutes les marques qui sont lancées comme nous, à la même période que nous, en faisant ce modèle-là, elles sont toutes mortes aujourd'hui. Et il y en a qui nous ont demandé qu'on les rachète. Donc comme quoi, on n'était pas si idiot que ça de ne pas vouloir faire du wholesale. Et... à chaque fois, les gens disent non, mais ça n'existe pas, les boîtes qui font ça, un cool. Je suis désolé, dans la mode, les boîtes qui font ça, c'est les plus grosses, hein, les récentes. C'est Asphalt, c'est Octobre Édition,
c'est Cézanne, c'est Balzac. Toutes les plus grosses récentes, c'est des boîtes qui ont les mêmes structures de marge que nous et qui vendent en direct parce qu'elles ont un avantage concurrentiel par rapport à la mode traditionnelle. Et parce que c'est plus dur de se faire connaître parce qu'on ne peut pas être dans toutes les boutiques. Mais une fois qu'on est connu, on a une rétention client qui est beaucoup plus importante. Parce qu'il y a un rapport qualité-prix qu'on ne peut pas avoir si on fait 70% de marge. Et donc voilà, pareil, moi j'ai bossé dans des réseaux, dans des marques, j'ai bossé dans le retail. Donc, par exemple, j'ai bossé chez Bexley et chez De Fursac. Chez Bexley, modèle D2C. Je pense que même à l'époque, ils nous montraient leur prix d'achat. Donc avec un pote avec qui on bossait là, on essayé de faire un calcul, mais on a l'impression qu'ils sont à du x2,3. Enfin, du moins à l'époque, ils étaient à du x2,3. Du moins sur les chaussures. Alors que la boîte était super rentable. Entre coût de revient et prix de vente TTC. Hein. Coût de revient hors taxe et prix de vente TTC. Non, de hors taxe au hors taxe. Coût de revient hors taxe au prix de vente hors taxe. Ouais. Okay. Et nous, on est à 2,6 du hors taxe aussi. Et donc, en gros, quand on a un produit compétitif comme ça, on n'a pas besoin d'avoir le meilleur vendeur du monde. Quelqu'un qui va, presque à la limite comme dans un call center, lire un script et dire c'est de qualité parce que ça, on te propose le deuxième modèle avec une réduction et tu devrais prendre les embauchoirs pour les garder plus longtemps et la crème de cuir pour les nourrir. Bon, voilà, ça ne demande pas d'être un génie de la vente, quoi. Et ça se passe très bien. Les équipes sont contentes parce que c'est facile de faire des ventes. Donc elles sont fidèles, elles font leurs objectifs, tout le monde est content, la boîte est pérenne, tout le monde se passe bien, il n'y a pas de rotation de turnover d'équipe. Après, je vais chez De Fursac. De Fursac, c'est des très beaux produits, mais c'est des produits très chers. Avec, qui a changé de nom depuis d'ailleurs. Ouais, ça s'appelle Fursac. Ouais. Et avec quand même un markup qui est plus élevé. Et donc du coup, là, il faut des super vendeurs. C'est épuisant, parce qu'à chaque fois, il faut se battre sur chaque vente. Donc on peut être très bon pendant 2-3 ans, et puis au bout d'un moment s'écrouler parce qu'on en a marre de se battre sur chaque client, de se jeter sur chaque client et tout ça. Il y a beaucoup de turnover. On doit payer les employés beaucoup plus cher. On se bat avec des marques, avec beaucoup plus de marques au final, parce qu'il y a beaucoup plus de marques qui font ce genre de markup. Et la rentabilité de Fursac était beaucoup moins importante que celle de Bexley, pour le même chiffre. Donc ça vous coupe aussi potentiellement de marketplace ? Non, les marketplaces on peut. C'est en général les marketplaces éco-responsables, elles prennent 20% on peut. Ok. On a eu quelques aventures avec des marketplaces par le passé, mais la situation étant ce qu'elle est, ils ont mis la clé sous la porte. Ouais. Ah. Comme DreamAct, tu vois, par exemple, que tu connais. Ok, ouais. Où on était dans les top vendeurs, on vendait régulièrement. Et je pense qu'à l'époque, on vendait déjà beaucoup chez eux. Je pense que maintenant, on vendrait encore plus. Et en fait, ça a fermé. Okay. Ils avaient 2500 vendeurs. Et ils avaient besoin de se faire certifier Bicorp. Et donc, les 10 meilleurs vendeurs devaient être audités. Et on en faisait partie sur les 2500. Alors que vraiment, à l'époque, on était inconnus au bataillon. Donc comme quoi, c'est aussi la preuve qu'un bon positionnement de prix, c'est plus attractif que parce qu'il y avait beaucoup de marques sur la marketplace qui étaient beaucoup plus importantes que nous et qui vendaient moins, quoi. Okay. Chez Homer aussi, à un moment, peut-être tu as connu ça, marketplace masculine, ouais. on vendait... Peut-être tu as connu ça. Peut-être tu connaissais. Par rapport au volume qu'ils faisaient, ils nous disaient qu'on vendait pas mal, mais pareil... Il y avait sur une vente sur 4 sur leur site, il y avait un produit Petron. Donc voilà, c'est toujours pareil, évidemment, on a moins de visibilité. Évidemment, c'est plus long à construire une marque qui va se priver du wholesale. Mais c'est plus pérenne parce qu'on aura plus de fidélité. Et je pense que ça peut aller plus loin. Parce que... Et donc, le plan, c'est de continuer à ouvrir des boutiques ? Ouais. Combien ? Quand ? Qu'est-ce que... Mais là, peut-être, on se rend compte que c'est épuisant de faire tout ce qu'on fait sans faire de levée de fonds. Donc peut-être que d'ici un an, on va réfléchir à... Ouvrir le capital ? Ouvrir le capital, ouais. Et à ce moment-là, ouvrir des boutiques, on va commencer par toutes les grandes villes, là où on vend le plus en ligne. Mais donc plutôt 2026 ? Plutôt fin 2025. Peut-être qu'on peut faire Lyon fin 2025 et après accélération à partir de 2026 sur les ouvertures boutiques. Je voulais terminer avec l'accélération que vous avez connue depuis un an, parce que j'ai quand même mis un peu de clickbait dans l'introduction, disant que vous avez doublé sur la dernière année. Comment font-ils ? Mais comment avez-vous fait ? Mais juste avant ça, racontez-moi un peu Wider Lab. Donc vous êtes rentré au Wider Lab, qui est l'accélérateur de
Accélérateur, Groupe incubateur, mince. Accélérateur. Accélérateur, hein, on est d'accord. Ouais. J'avais un doute. Accélérateur, pardon, du groupe Etam. Pourquoi, comment, c'est quoi le modèle? Alors pourquoi c'est eux qui nous ont approchés Ouais. cette année? En fait, le principe, c'est ils accélèrent, ils accompagnent entre 3 et 5 boîtes par an sur des sujets structurants pour ces boîtes en te connectant à des experts de chez eux pour te faire avancer sur des projets, quels qu'ils soient. Et en fait, ils n'avaient jamais travaillé avec une marque de mode masculine. Et donc, ils nous ont approchés en nous disant c'est aussi si tu veux, un petit laboratoire pour eux en termes de business, de produits, pour comprendre un peu ce qui marche. Tu vois, eux, ils s'intéressent aussi beaucoup à la consommation responsable, comment communiquer sur justement une production éthique auprès de leurs clients. Donc, c'est tous ces sujets qui les intéressent et ils en profitent un peu pour faire bosser des gens de chez eux pour des plus petites boîtes. Mais voilà, c'est un échange gagnant-gagnant là-dessus. Et donc, vous étiez content d'y aller. Enfin, Ouais. c'est eux qui vous ont contacté. Ouais, on a fait toutes les étapes, on était contents d'être pris. Très bien. Il y a We Are Jolie aussi qui est passé sur le panier et Eileen d'ailleurs qui sont passés sur le panier et qui sont passés par ou passent par le lab. C'est pas un système de promo, tu as entre 3 et 5 boîtes par an. Là, cette année, on est la seule marque française. Ok, intéressant. Et We Are Jolie, notre premier pop-up et le premier pop-up de We Are Jolie, c'était ensemble. C'était en collaboration Voilà. avec We Are Jolie. Ouais. Ok. La boucle est bouclée. Cool. Pour terminer justement, vous avez fait un x2 sur la dernière année. 2,24. x2,24, pardon. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah oui, on enregistre début décembre. L'année n'est pas finie. On ne sait jamais. Vous avez aussi fait une excellente période de vente privée en parallèle de Black Friday. Ouais. Comment est-ce que vous avez généré cette croissance sur cette dernière année? Alors, déjà parce qu'on faisait quasiment aucune pub payante. Ok. On faisait 7 000 € par mois à peu près, je pense. Donc ça fait 80 000 sur 1 million. On faisait 8% de 8% de COS. Là, on est passé à 13%. Non, entre 13 et 20% par mois, donc, et une moyenne de 17% cette année. Donc vous avez doublé. Hein. Donc on a doublé, ouais. Donc ça déjà. Doublé la dépense. Donc vous êtes passé à 15 000 balles par mois en gros. Ouais. Okay. Et puis là où sur nos 7 000 €, on faisait beaucoup. Alors 7 000, c'est pas rien. Hein. Il y a beaucoup de gens qui dépensent pas tant que ça. Hein. Bien sûr. Ouais. Mais bon, c'était pas énorme non plus, quoi. Non, ok. Et on faisait beaucoup de retargeting à l'époque. Là maintenant, on s'est beaucoup concentré sur l'acquisition de nouveaux clients. Donc on s'est fixé des limites. Là, je me suis marqué tous les chiffres. donc on a un CAC de nos clients à 22 €. Et nous, pour entrer dans nos frais, il faut qu'on ne dépasse pas les 35. Mais bon, après, il y a rentrer dans ses frais à 1 an. Ton CAC est à 22 ? Ouais. C'est ce que tu viens de me dire. Hein. Ouais. Pour un panier moyen à combien ? Enfin, un CAC New Client, pas le CAC global. Hein. Ok. Le CAC sur les nouveaux conquête sur de nouveaux consommateurs. Ouais. Sur un panier moyen, on est à 80. Enfin, en TTC, on est à 90. Ok. Ce qui fait 3 caleçons, 4 caleçons. Ce qui fait 4 produits et demi par moyenne. Okay. Nous, le prix dégressif, c'est extrêmement rare qu'un client achète un seul produit. Okay. C'est quasiment tout le temps un pack, plus d'autres produits, tu vois, des chaussettes ou des t-shirts. Ok. Donc 22 € le coût d'acquisition d'un nouveau client en conquête. Les anciens clients, je voulais travailler au CRM, j'imagine. Ouais. Avec Klaviyo. Donc déjà, pourquoi vous doublez l'investissement média ? Parce qu'en fait, tous les KPI étaient bons. Donc on avait un taux de réachat à un an de 50% et 70% sur la vie des clients. On avait une valeur de client au bout de 12 mois à 135 €. Taux de conversion sur le site, on est à 3,50, un truc comme ça. Tout était bon, il fallait juste qu'on accélère, quoi. Mais c'est juste qu'on n'avait pas eu ce déclic d'accélérer, quoi. Alors, déclic ou courage ou... Courage. C'était une philosophie, nous on appelle ça une philosophie bon gersois. Et on s'est fait un peu secouer. Philosophie campagne, quoi. On fait attention, quoi. Ok. Pas à pas. C'est aussi une période où on a plus recruté, tu vois, on était un peu incertain sur notre capacité à suivre. Enfin, on était encore à une étape où on faisait beaucoup nous-mêmes. Et c'est vrai que là, cette année, tu vois, on s'est structuré, c'est aussi des trucs bêtes, mais en tant qu'entreprise, tu vois, enfin... sur les gens dans ton équipe, des outils pour travailler, des trucs RH, enfin tu vois plein de trucs qui font que ta boîte aussi elle tourne, quoi, et qu'avant on n'avait pas. Donc en fait vous avez doublé l'achat média et doublé le CA. Ouais. En gros. Ouais. En gros, ouais. Plus ou moins. Ouais. Ok. Vous allez doubler encore ? Oui.
Oui, non. Non, mais surtout. Alors, ils se sont regardés. Hein. Non. La réponse n'a pas été immédiate. Si, C'est Marion qui freine. C'est lui les toi qui chiffres. freine, Non, ou c'est moi les chiffres. Ok. Si. Oui, Bon, mais surtout que cette année, il y a les chiffres et le principe. non, mais on n'avait pas prévu en plus. On s'était dit, on va doubler l'achat média, mais on va pas doubler le chiffre, on va doubler ce que nous rapporte l'achat média. Et qui n'était pas doubler le chiffre. Et puis en plus, en faisant des achats médias, on a changé de taille sur les. Avant, on était la marque du blogueur mode. Donc, des gens de grandes villes qui font très attention à tout ce qu'ils font, et donc petite taille souvent. Des gens, j'imagine, minces. Et là, on a fait des ads et on est tombé sur des profils un peu plus. Corpulents, voilà. Et donc, du coup, on a eu quand même beaucoup de périodes de l'année parce que nous, on met quand même. Vu qu'on part du fil, on met 3 mois et demi à produire nos. Et donc, si on reçoit une prod... Avec quelle fréquence de... C'est-à-dire que dès qu'on se rend compte, on passe des commandes. Mais là, on recevait une commande, en 15 jours, on n'avait plus rien. Okay. Mais vu qu'elle mettait 3 mois à revenir, on se retrouvait avec 2 mois et demi en rupture de stock, quoi. Donc là, on peut progresser, ne serait-ce qu'en étant plus en rupture de stock. Et donc ça, on l'anticipe maintenant, on prend conscience qu'on peut faire du x2. Ouais. Ce qui veut dire plus de BFR aussi. Oui. Vous empruntez, vous avez du cash. On a emprunté. Comment vous financez? Okay. On a un peu emprunté, mais on a emprunté pour les 2 boutiques, en fait, au final. Ok. On est aussi assez... Ce qu'on a emprunté, on l'a sur le compte en banque, en fait. Ouais, non, mais c'est pour... Très bien. J'ai compris que c'était un truc récurrent. Ouais. Donc, vous doublez l'achat média, vous dépensiez 5 à 7, vous dépensez maintenant le double. Vous êtes passé de 7 à 8%, c'est ça, à en moyenne 17. Ouais. C'est juste, super. En fait, on fait plus que le double parce que... Maintenant, on fait le double en pourcentage, mais vu qu'on fait le double aussi en chiffres, on fait plutôt 4 fois plus, quoi. Ouais. Le démultiplicateur d'avoir doublé le CA, c'est d'avoir d'avoir doublé l'achat média, c'est le delta sur le 1 à 2. Il y a l'argent, puis il y a la nature des contenus aussi, ce que tu donnes à la machine. Et c'est vrai qu'on a beaucoup avancé cette année sur notre approche publicitaire. Tu vois, avant, comme dit, il y a Florent chez nous, il nous dit avant, on lançait des trucs au mur et on voyait si ça collait, ce qui était vraiment le cas. Et tu vois, maintenant, on essaie d'avoir une approche très méthodique sur les angles qu'on va tester, à quel niveau de awareness le client en est, tu vois, statique. On fait beaucoup plus de vidéos. Enfin, on essaie d'avoir une approche vraiment plus méthodique de nos créas, des déclinaisons, pour voir ce qui marche, quoi. Avoir plus de conviction et un peu plus étayé au niveau des chiffres. Mais avec plus de création de contenu. Ouais. Beaucoup plus de créa. Parce que je crois que le modèle, je crois pas, pour moi, le modèle actuel, c'est de fournir un maximum de contenu à l'algo et de le laisser faire son choix. Après, nous, on se rend compte quand même, pour avoir testé pas mal de trucs, ce qui marche chez nous, c'est un axe. On commence par un peu de l'éducatif. On trouve un problème. On résout le problème avec Petron. Et dans la même vidéo, sur une vidéo qui fait 1 minute à peu près. Et chez nous, vraiment, c'est ça qui a les plus gros taux de un enseignement quoi. aussi, ça a été le gros changement en 2024. Et vraiment, nous, ça a bien piqué. C'était de nous mettre en avant dans les vidéos. Alors vraiment, pendant 3 ans, on était vraiment incognito. Tu ne voyais jamais une photo. Enfin, c'était vraiment une souffrance pour nous d'apparaître. Et on s'y est mis en pub. Et il faut dire que c'est efficace. Ouais. Donc vraiment, si un enseignement pour des petites boîtes qui veulent faire plus de pubs et plus de vidéos. Incarné, c'est tout bête. Tout le monde nous le disait. On était la flemme. Ouais. Clairement, chez nous, ce qui marche le mieux, c'est les FCG. Je crois que c'est le Founder Created Content. FCC. FG. non. Founder Generated Content. Exactement. Pardon, FGC. Alors FGC, nous c'est un truc qui marche vachement. Ouais. On a fait un live ce matin du panier où on a reçu Cyprien Schlegel. Je ne vais pas dire de bêtises, Schlegel, je crois, de Experience Capital, qui est un fonds d'investissement qui investit dans pas mal de boîtes dans la mode, le textile, la beauté. Et le thème, c'était survivre en 2025. Et c'était un peu ça son enseignement. C'était que, il faut fournir faut scaler la créa. Il faut fournir énormément de contenu aux machines, à l'algo, aux plateformes, et qu'elles fassent elles-mêmes le tri de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais en tout cas, fournir énormément de contenu. Il donnait un très très bon exemple. On aime ou on n'aime pas, mais je crois qu'il a tout compris. C'est Émeric Grange, je ne veux pas dire de bêtises, mais de 900 Care. Ça vous parle ou pas? Et en gros, moi je me fais targeter parce que je vais régulièrement je regarde ce qu'il fait, donc je me fais retargeter. J'ai l'impression d'observer, à force de voir ces pubs, qu'en fait il y a plein de petits contenus et qui mix and match et qui refait régulièrement des vidéos avec des contenus existants qui va remixer. Et je pense qu'il fournit tout ça à la machine et que ça marche. Donc ça, c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement, qu'est-ce que tu disais à la fin?
Ah, sur les fondateurs. Hein. Oui, Faut pardon, mouiller le maillot, quoi. de tout ce qui marche et ce qui marche le mieux, bah, c'est le fondateur. Ouais, bah, c'est ce qu'on Incarner son produit, incarner son. Ouais, Vraiment, on a raconter son traîné des histoire, cas de ça. fer, mais on s'y est mis. Non, et- on Il y a a un pas le moment, choix. il faut y aller, quoi. Ouais. Il faut y aller. C'est pas notre passion. Ça pique, on n'est pas très bon en vidéo encore, mais voilà. Et alors, vous avez aussi testé l'influence? Oui. Ou Ouais. allez tester l'influence? Non, Non, on le fait depuis un an. Ok. Après, pour En l'instant, en direct? on le fait en direct et on le fait avec des influenceurs mode masculine très spécialistes de leur sujet, quoi. Donc, ce qui réduit beaucoup, on a, je sais pas, 5-6 mecs avec qui on travaille Oui, mais plus régulièrement. quali, du coup. Ouais. Et 4-5 autres avec qui on travaille de temps en temps, quoi. Quasiment que des Reels sur Insta. Ouais. Que le format Reels, face cam, où t'expliques Ils le ont- produit. Ils ont en gros... Enfin, Vous avez testé d'autres choses? On a eu quelques expériences, Ouais. je te dis, de gifting. Je vais vous faire une photo ou je vais faire une story et tout. Et Ça change. Et ça marche pas? Ça Ouais. marche pas du tout. Ouais. Ok. Alors Donc, il que- faut l'influenceur légitime qui va raconter le Ouais. produit. Et un influenceur légitime qui raconte le produit chez nous, ça peut être sur le produit lui-même. Rien que le produit lui-même, ça peut nous faire jusqu'à 30-35 000 euros de vente. Et si derrière, on rajoute les produits complémentaires qui ont été dans les commandes, il nous fait peut-être 50 000 euros de vente. Et combien tu payes en moyenne, tu sais? Franchement, ça dépend. Celui qui marche le mieux chez nous, on le paye 1002. Et celui qu'on Le paye- reel. Le reel. Et celui qu'on paye le plus cher, on le paye 2005. Donc, Ok. qui marche très bien aussi d'ailleurs. Hein. Ok. C'est pas. Et ceux qu'on paye les moins chers, on les paye 500. Ils Mais écoutent on ce a podcast? Je sais pas, on verra. Bon, on les salue. Après, on a des nouvelles contrées à explorer, tu vois, sur la femme, sujet qu'on a très peu fait jusqu'à présent, le sport. Là, on va sortir un short de sport, qui sont des gros terrains à influence et voilà, qui sont encore nouveaux pour nous, quoi. Ok. Ok. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup plus à faire justement sur le sport et la femme que sur mode masculine. Mode masculine, il n'y a vraiment pas tant de monde que ça, quoi. Merci infiniment Marion et Nicolas, c'était passionnant, c'est une belle histoire et je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à aller, si vous le pouvez, dans une boutique, toucher les produits, ça donne vraiment envie, je suis impatient d'enfiler ce qu'elles sont. Voilà, c'est très Tu me personnel. Je vous ferai le feedback. Je vous ferai un feedback, je vous ferai un reel face cam, promis. Ah, Euh, c'est sympa. Sur le compte de Cosa Vostra. s'il te plaît. Vous avez déménagé dans le Gers à quel moment? 2000. En fait, le Ah bah, stock. post-création. Ouais. En gros, les stocks, on les a toujours eu. Au départ, c'était mes parents qui. Nous, on est comme Steve Jobs. On a commencé Ok. dans un parking, dans un garage. Dans un- Dans un garage. Ça, c'est pas le même Steve. Et c'était le garage de mes parents. Et c'est papa qui a envoyé et maman qui a envoyé les... Papa et maman, Qui ouais. pliait les Ouais. slips et qui les envoyait. ouais. Là d'ailleurs aujourd'hui, maman est encore en train d'en plier parce qu'on a un arrêt maladie à la logistique. Donc C'est une boîte très familiale. Ils sont cool. ouais, très cool. Franchement. Et ouais, depuis le début, comme on envoyait nos colis, on s'est dit bah go, hein, on met le siège dans le Gers et puis on va continuer ça, quoi. Avec un milieu entrepreneurial un peu différent, j'imagine, que ce que vous pourriez trouver Ouais. Exactement. dans les clubs parisiens. Mais Mais très, ouais, avec des gens très cool et qui ont des business auxquels tu t'attendais pas. Donc, Ouais. Puis des profils vraiment différents quoi. Enfin ouais, ou pas, mais genre on a un pote, parce que c'est devenu des potes. C'est comme à la campagne, on est quand même très peu à entreprendre. Quand on se retrouve dans ces clubs-là, On est content. après c'est des potes et on les voit tout le temps quoi. On a un pote qui a fait la boutique du soudeur. La Et, boutique du soudeur. du soudeur, soudeur, ouais. tout le matériel pour souder. C'est génial. Et en fait, ils sont 4 et ils font 4 millions de chiffre d'affaires. Ah ouais, Ouais, ça fait c'est 18, ultra ça fait optimisé. 18 ans qu'il a créé. Hein. Et lui, il faisait du porte-à-porte quoi, au départ. Il vendait il avait un camion, il bossait pour une boîte, il avait un camion en outil, il allait dans les villages et il faisait du porte-à-porte. Donc, Il y a encore une opération Black Friday si vous voulez. Pour la C'est ce que tu soudure fais. MMA, la soudure MIG, la soudure MAG, la soudure TIG, la soudure plasma, la découpe plasma. Ouf, ok. Ouais. et donc voilà, c'est des profils très. Daniel, il est très convivial sud-ouest. C'est des profils qu'on voit peu dans les, les salons entrepreneurs à Paris. Mais après, à côté de ça, il dit Et- voilà, il a appris à faire des vidéos, il a appris à faire des photos. Dès qu'il voit une optimisation ou qu'il a un gars qui lui écrit un truc, genre ton truc marche pas sur le site, il s'y met jour et nuit, le truc après il est carré. Enfin, Mais donc pas de regret d'avoir bougé, pas de Non. manque. Non. Et de toute façon, vous venez, vous m'avez dit régulièrement. Ouais, on passe un quart de l'année à Paris et 3 quarts dans le sud-ouest. Ok. oui, on vient Mais ouais. prêter main forte à l'équipe à la boutique À parfois. la boutique, ok. Marion, Nicolas, c'était passionnant. Merci infiniment pour votre transparence et votre générosité. Je vous rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, une boutique à Paris, une boutique à Toulouse et surtout la boutique en ligne Petron Paris, Petronne
paris.fr et vous retrouvez Marion sous Marion Dubuc, D-U-B-U-C, pardon, Oui. sur LinkedIn et Nicolas Hernandez, H-E-R. H au début, Z à la fin. Hernandez, voilà, je vais pas C'est Hernandez. Merci à tous les deux Eh ben, c'était Merci à un toi. plaisir, ouais. et merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt. Salut.